Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la règle de la Vallée des Marchands, l'ère des maîtres du commerce. Un jeu de Samy Laxo, édité par Brajlon Games et distribué par Gigamic, pour 2 à 4 joueurs de 12 ans et plus, et des parties de 30 minutes environ. Alors, dans le premier opus de la Vallée des Marchands, je vous le mets ici, c'était lui, dans le premier opus de la Vallée des Marchands, la Guilde des commerçants extraordinaires, eh bien, vous découvriez la vallée et la ville de Dale, avec pour objectif de gagner la compétition annuelle de marchandage afin d'intégrer la prestigieuse Guilde des commerçants. Eh bien, dans ce deuxième opus que voilà, vous allez découvrir une nouvelle cité, à savoir Yangzhou, qui est à la recherche d'un nouveau maître du commerce. En effet, tous les 10 ans, une compétition a lieu pour désigner ce nouveau magistrat, et il vous faudra donc remporter la partie pour prétendre au titre suprême. Alors sachez que chaque jeu est complet et peut se jouer indépendamment l'un de l'autre, mais que si vous possédez les deux, vous pouvez les mélanger pour créer de nouvelles combinaisons de jeux à l'aide des différentes peuplades. Et il y a également une petite extension que voilà, qui là nécessite une des deux boîtes de base. Et avec cette petite extension, ça mènera également une peuplade supplémentaire, à savoir les castors communs méthodiques. Sachez également que pour gagner la partie, vous devrez créer un étal de marchandises constitué de 8 piles, et que le premier à y arriver remporte la partie immédiatement. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vais vous expliquer immédiatement comment tout cela fonctionne. Nous allons bien évidemment commencer par la mise en place du jeu. Alors sachez que chaque boîte de base, donc incluant celle-ci, contient 6 peuplades que vous avez ici, ainsi qu'un paquet de cartes Camelot, là, à ne pas confondre avec, bien sûr, une peuplade. Et que donc, pour démarrer une partie, eh bien, il va falloir choisir un certain nombre de peuplades en fonction du nombre de joueurs. Effectivement, vous allez prendre un nombre de paquets peuplades égal au nombre de joueurs plus 1. Donc moi, dans mon exemple, j'avais pensé à une partie à 3 joueurs. Donc je vais choisir 4 paquets de peuplades. Donc par exemple, eh bien, on va enlever 2 paquets de peuplades. Voilà qui est fait, et voilà les 4 paquets peuplades avec lesquels on va jouer à cette partie. À ce moment-là, il va falloir donner à chaque joueur une carte comme ceci, 1 de chaque peuplade. Donc, je vais préparer les paquets de chaque joueur, puisque nous sommes 3. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, et bien selon le nombre de joueurs, vous n'aurez pas le même nombre de cartes. Là, évidemment, on a 4 cartes chacun dans son paquet. Et il va vous falloir compléter les paquets des joueurs avec des cartes Camelot jusqu'à arriver à 10 cartes par joueur. Donc dans mon exemple, on a déjà mis 4 cartes. Donc on va mettre 6 cartes Camelot pour chaque joueur. Et là, le paquet de chaque joueur sera complet et prêt à démarrer. Voilà qui est fait. S'il reste des cartes Camelot, eh bien, vous les mettez en pile disponible, en réserve, sur la table. Voilà, là, vous avez les mains de chaque joueur. Ensuite, il faut penser, s'il en reste, à retirer les cartes peuplades 1 de chaque peuplade et les remettre dans la boîte. On ne jouera pas avec ces cartes-là, donc on les remet dans la boîte. Ok, et ensuite, on va prendre l'ensemble des cartes peuplades restantes et on va tout simplement les mélanger le mieux possible pour avoir un paquet homogène. Alors là, ça sera peut-être pas forcément très bien mélangé, mais voilà, on fait cette pioche là de cartes peuplades qui elle va être face cachée. Voilà, on mélange bien et on donne à chaque joueur comme ça son jeu. Je vais en garder un ici pour moi tout de même. Voilà, et ce jeu-là également, eh bien, on va le mélanger et on va le mettre devant soi également, face cachée. Voilà qui est fait. On va placer le plateau du marché comme ça au centre de la table. On va le placer du côté qui nous fera plaisir. Il est recto verso, c'est juste les illustrations très belles d'ailleurs qui changent. Et ensuite, on va alimenter ce marché avec 5 cartes. Je vous avais dit que ça ne serait pas bien mélangé. Ça m'empêche... Oh là là, oui, c'est pas bien mélangé, hein, j'aurais dû mélanger plus. Donc n'hésitez pas à bien mélanger au départ. Moi, c'est pas grave, c'est pour un exemple. Voilà, on alimente comme ça. Et ensuite, chaque joueur va
piocher 5 cartes pour constituer eh bien, sa main de départ. Voilà qui est fait pour les 5 cartes. Là aussi, j'ai peut-être pas très bien mélangé, mais voilà mes 5 cartes. Voilà, là, en termes de mise en place, vous êtes bon. Vous avez le plateau du marché, la pioche du marché, le plateau est alimenté, vous avez les éventuelles réserves de cartes Camelot s'il en reste, chaque jour a ses 10 cartes, et il a pioché sa main de départ. Vous êtes donc prêt à commencer. Ce qu'il va vous falloir maintenant, eh bien, c'est déterminer le premier joueur, et il dit dans la règle que le premier joueur sera celui qui s'est levé le plus tôt. Évidemment, si vous faites plusieurs parties consécutives, ce que je pense qui risque d'arriver, eh bien, ça sera un des perdant qui prendra le rôle de premier joueur. Voilà, c'est tout pour la mise en place du jeu. J'aimerais vous parler maintenant, on va dire, de l'anatomie d'une carte pour que vous puissiez un peu mieux comprendre ce qui va se passer dans le jeu. Alors en premier lieu, en haut, là, le chiffre, eh bien, c'est la valeur de la carte. Ensuite, juste en dessous, eh bien, ça va être l'icône de la peuplade de la carte, qui est donc là. Peuplade que vous allez retrouver écrite ici, juste en dessous du nom de la carte. Vous allez avoir également une illustration, et en bas à droite de cette illustration, vous allez avoir un icône qui va vous rappeler à quelle boîte de la Vallée des Marchands appartient la carte. Donc cette icône que vous voyez là, eh bien, c'est l'icône de l'ère des maîtres du commerce. Enfin, vous allez avoir ici le type de la carte, et ici l'effet de la carte. Et pour certaines cartes uniquement, et là j'en ai choisi une qui avait cela, vous pouvez avoir un plus ici qui correspond à une action bonus, et ça je vous l'expliquerai très rapidement, je vais revenir dessus pour vous expliquer ça. Voilà comment se constitue une carte dans le jeu. Je vais maintenant vous expliquer le cœur du jeu, à savoir le tour de jeu. Alors dans le tour de jeu, eh bien, il y a 2 phases, et la première phase, c'est la phase d'action. Et dans cette phase d'action, eh bien, vous aurez 4 actions possibles que vous pourrez réaliser, et à votre tour, vous pourrez choisir une seule action au choix parmi les 4 actions que je vais vous expliquer. La première action que vous pouvez faire, c'est l'action du marché. Donc l'action du marché, le marché, je vous le rappelle, c'est ceci. Et tout simplement, vous allez pouvoir acheter une carte du marché en se défaussant de cartes de votre main. Et la valeur de défausse de ces cartes doit être au moins égale au coût de la carte, plus à son surcoût éventuel. Pourquoi? Eh bien c'est simple, les coûts de cartes correspondent à leur valeur, donc ici 3 par exemple, et les surcoûts sont indiqués comme ça au-dessus des cartes. Donc cette carte qui a une valeur 2, avec le surcoût de 4, il me faudrait 6 de valeur pour pouvoir l'acheter. Alors il faut savoir que les cartes qui ont servi à payer sont défaussées. Par exemple, si je veux acheter cette carte-là de niveau 3, eh bien je peux choisir de défausser ces 3-là, donc pour avoir le 3 de valeur, ça part dans ma défausse, et la carte qui est achetée, elle par contre, vient directement dans ma main. Donc ça c'est important, les cartes pour acheter c'est la défausse, la carte achetée vient directement dans la main. Il faut savoir que pour effectuer un achat, on ne paye en trop que si c'est nécessaire. C'est-à-dire, par exemple, si je veux acheter cette carte-là à 2 plus 3, 5, ben là, en termes de combinaison, je pourrais choisir de donner 5 comme ceci, par exemple, et là, il n'y a pas de souci, mais je pourrais choisir aussi de donner 2 cartes à 3 pour faire 6. À ce moment-là, ben, j'ai payé 1 de trop, mais j'ai le droit de le faire. De la même manière, eh bien, si je veux acheter ici la carte à 4, eh bien, je peux choisir de faire cette combinaison-là, ça passe. Je peux choisir de faire cette combinaison-là, ça passe. Alors, qu'est-ce qui ne passe pas? Eh bien, c'est assez simple. Pour la carte à 4, qui est ici, si je commence à mettre un 3 et un 1, je ne pourrai pas rajouter un 1, par exemple, pour payer, puisque j'ai déjà atteint 4. Donc, je pose des cartes pour réaliser mon achat, et dès que j'atteins la somme, je ne peux plus rajouter de cartes. Si, quand j'atteins la somme, en l'occurrence, je la dépasse, peu importe, dès que la somme est atteinte, je ne rajoute plus de cartes. Là, elle est atteinte, même si j'ai dépassé, je ne rajoute plus de cartes. Donc, je ne peux pas, encore une fois, rajouter de cartes comme cela. Donc voilà, ça sera à vous de choisir avec quoi vous voulez effectuer vos achats comme cartes et quelle valeur vous voulez y mettre. Vous ne pouvez pas évidemment payer moins. Vous pouvez payer plus que si votre combinaison le permet. C'est-à-dire que
là j'ai payé plus, mais si j'enlève une carte, je me retrouve en dessous. Donc j'ai le droit. Là, j'ai payé plus, mais si j'enlève une carte, je suis toujours bon, donc j'ai pas le droit. Voilà, c'est juste ça la mécanique au niveau des achats, mais il faut bien la comprendre, parce qu'à tout moment, vous pouvez vouloir payer avec certaines cartes plutôt qu'avec d'autres, et donc il faudra réfléchir à la combinaison à faire pour réaliser vos achats. Vous n'êtes jamais obligé d'être au plus juste, mais attention à la manière dont vous calculez votre coût, parce qu'il faut que ce soit autorisé, comme je viens de vous l'expliquer. Voilà pour l'action du marché. La deuxième action possible, c'est l'action technique. Alors sachez d'ores et déjà que toute carte demandant de jeter quelque chose ne veut jamais dire dans sa propre défausse ici, mais les camelotes, si c'est elles qui sont jetées, eh bien elles vont ici dans leur réserve. Et concernant les cartes peuplades, eh bien elles vont dans la défausse du marché. Donc là vous avez la pioche du marché, vous allez créer à côté ou de l'autre côté une défausse du marché, et donc les peuplades iront dans la défausse du marché. Les défausses eh bien, sont toujours face visible, comme celle des joueurs ici, et elles sont consultables par l'ensemble des joueurs. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas changer l'ordre des cartes, donc si moi-même ou un autre joueur je consulte une défausse, je la regarde comme ça et je la remets exactement comme je l'ai vu. Je ne peux pas changer l'ordre quand je remets une défausse à sa place. Voilà. Alors, jouer une carte technique devant soi, eh bien c'est ça qu'on appelle l'action technique. Donc je vous l'avais montré, il y a différentes cartes. Là on a du passif et là on a du technique par exemple. Donc technique, voilà, vous devez jouer une carte comme ceci pour l'action technique et la jouer devant vous tout simplement. Alors quand vous allez la jouer eh bien, devant vous, la zone sur laquelle vous la jouez ici devant vous, on appelle ça la zone de planification. Toute carte dans cette zone eh bien, ne peut être affectée par un autre effet tant qu'elle n'est pas entièrement résolue au niveau de son propre effet. Et si plusieurs cartes se retrouvent dans cette zone, eh bien le joueur choisit l'ordre de résolution des différentes cartes. Une fois l'effet de la carte résolu, elle est placée dans la défausse du joueur. Ok, donc ça c'est la base. Si un effet ne peut être résolu en entier, eh bien on va résoudre l'effet au maximum possible. Si jamais vous devez aller chercher dans un paquet, au niveau vocabulaire, si vous devez aller chercher dans un paquet et que ce paquet est malheureusement vide, eh bien à ce moment-là, ça équivaudra à ne rien faire. Vous ne pourrez pas réaliser cette action-là. Alors, sachez que je vous avais parlé de ce petit icône plus. Je vous avais dit que c'était une action, eh bien, bonus, ce petit icône plus. Eh bien, vous pouvez réaliser une action supplémentaire ce tour, quand vous avez cette icône-là, parmi les 4 disponibles. Donc là, je suis en train de vous expliquer la deuxième, et vous aurez 2 autres types d'actions à connaître. Et vous pourrez le faire une fois que l'effet de la carte sera entièrement résolu. Sachez également que si l'effet de la carte est un effet retardé, et donc il ne se fait pas tout de suite, voire pas à ce tour, et que la carte doit donc rester dans votre planification ici, eh bien vous bénéficierez tout de même immédiatement de l'action bonus. Et quand vous bénéficiez de l'action bonus, si vous décidez de rejouer une carte technique, et que elle-même a par exemple ici une action bonus, eh bien vous pouvez enchaîner comme ça les actions bonus tant que possible. L'effet bonus ne s'applique qu'à l'action technique, pas à l'action du marché ou de l'étal. Donc si je récupère une carte du marché qui a un plus, évidemment, ça ne déclenchera rien, pareil pour les autres types d'actions. C'est uniquement quand je pose une carte avec un plus lors ici de l'action technique que je vais pouvoir bénéficier de cette action bonus. L'action bonus ne sera pas nécessairement de rejouer une autre carte technique. Je peux donc jouer une carte technique, puis quand j'ai réalisé son effet, avec l'action bonus, eh bien par exemple faire l'action que je vous ai expliqué tout à l'heure et aller acheter ici au marché une carte supplémentaire comme action bonus, et là à ce moment-là mon tour se terminera. Voilà comment fonctionne l'action technique. Concernant les cartes passives, eh bien elles ont généralement un effet qui s'applique lorsque le joueur a la carte en main, et donc le joueur qui souhaite bénéficier de la carte passive et de son effet, eh bien doit pouvoir la montrer aux autres joueurs pour revendiquer l'application de son effet, évidemment. Donc si vous voulez bénéficier de cet effet, eh bien il va vous falloir montrer son effet aux autres joueurs avant de pouvoir le réaliser.
La troisième action possible, c'est l'action d'étal. Donc, je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, mais l'objectif, le but de la partie, c'est de créer votre étal de 8 piles et d'être le premier à y arriver. Et si c'est le cas, eh bien vous remportez immédiatement la partie. Alors, votre étal devra donc être constitué de 8 piles de cartes que vous allez créer de gauche à droite. La première pile aura forcément une valeur 1, sachant que, sauf indication contraire, vous ne pouvez pas mettre de Camelot dans votre étal. Donc vous allez choisir eh bien, une valeur 1 et dire, voilà, celle-ci, eh bien, c'est la première de mon étal. Donc là, vous avez une de vos 8 piles. Et les piles suivantes eh bien, devront avoir une valeur immédiatement supérieure à la pile précédente, c'est-à-dire forcément celle-là, ça sera 2, puis 3, puis 4, et ainsi de suite, jusqu'à 8. Donc vous l'avez compris, vous allez constituer votre étal en ordre croissant. Vous choisissez dans votre main le nombre désiré de cartes peuplades, mais attention, elles doivent être de même peuplade, même couleur. Et vous les placez devant vous sur votre étal, comme j'ai fait là, valeur visible, sachant qu'une pile ne se constitue qu'en une seule fois. Par exemple, je ne pourrais pas dire, eh bien tiens, voilà, là pour cette peuplade-là, là, j'ai un 1, je le mets, et puis je mettrai un autre 1 plus tard, ça fera 2. Non, je n'ai pas le droit. Il faut que j'ai le nombre de points correspondants, et de la même peuplade, en une seule fois, pour avoir le droit de les mettre ici, dans mon étal, et pour construire mon étal. Donc, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est... si j'avais eu, qu'est-ce que je peux avoir d'intéressant? Si j'avais eu 7 cartes en main, par exemple, j'aurais pu la mettre là. Et puis plus tard, si j'avais 7 cartes et 7 cartes en main, je pourrais les mettre comme ça, et ainsi de suite. Et après, pourquoi pas, le 4, et ainsi de suite. Donc voilà, là c'est important, c'est toujours même couleur, même famille, c'est toujours en une seule fois, et c'est toujours plus 1 par rapport à la pile précédente. C'est comme ça que vous allez constituer votre étal. Et toujours valeur, évidemment, face visible. Alors il faut savoir que tout le problème, c'est que toutes les cartes qui arrivent ici, eh bien à partir de là, eh bien vous ne les récupérez plus et elles sont sans effet. C'est-à-dire que tous les effets que vous auriez pu jouer pendant la partie qui sont indiqués sur les cartes, là vous n'en bénéficierez plus. Donc c'est important, si vous voulez, d'avoir un bon timing entre l'utilisation de ces cartes et la création de son étal. Donc voilà. Une fois une pile valide posée, comme là par exemple, eh bien elle reste valide jusqu'à la fin de la partie quoi qu'il arrive. Je veux dire par là que s'il y avait un quelconque effet qui vous modifiait le nombre de cartes ou de points dans votre pile, peu importe, elle avait été posée avant, et donc elle reste valide. Voilà tout ce qu'il y a à savoir pour cette action-là, qui vous permettra, je l'espère, d'être le premier à construire ces 8 piles de votre étal et à gagner la partie. La dernière action possible lors d'un tour s'appelle l'action d'inventaire. Elle concerne votre main de cartes, et cette main de cartes, lors d'une action d'inventaire, eh bien vous pourrez placer autant de cartes que souhaité de votre main dans la défausse. Et par exemple, je peux vouloir me débarrasser de ces 2 camelots qui ne m'intéressent pas et les mettre dans ma défausse. Et à ce moment-là, c'est bon, j'ai réalisé mon action d'inventaire. C'est l'action la plus simple possible de cette phase. Je vous avais dit qu'il y avait 2 phases dans le jeu. Je viens de vous présenter les 4 actions possibles de la phase d'action, et je vais maintenant vous parler de la phase de rangement que vous allez faire quand vous aurez terminé votre phase d'action, et donc votre action, ou le cas échéant, toutes vos actions, si vous avez eu des actions bonus. Lors de cette phase de rangement, eh bien vous avez 2 choses à faire qui sont éventuelles et pas obligatoires, ça va dépendre un petit peu de là où vous en êtes. Sachez que, au niveau de votre main, vous n'avez aucune limite de cartes en main, et que quand vous arrivez comme ça en phase de rangement, la première chose que vous allez regarder, c'est le nombre de cartes que vous avez en main pour pouvoir compléter votre main. En effet, si vous avez moins de 5 cartes en main, eh bien vous allez piocher jusqu'à compléter votre main à 5 cartes. Donc évidemment, quand vous le faites, s'il n'y a plus de pioche, eh bien vous remélangez et vous piochez jusqu'à compléter à 5 cartes. Si vous êtes déjà à 5 cartes ou plus, eh bien malheureusement, vous ne piochez rien du tout. Alors, on ne peut piocher pour compléter sa main qu'à son propre tour et que lors de cette phase, là maintenant que je suis en train de vous expliquer, c'est-à-dire la phase de rangement qui est après votre phase d'action. En cas de pioche vide, on remélange, on reconstitue, et ça c'est pareil pour à peu près tous les endroits où on a besoin de piocher. Et je vous rappelle que si vous devez aller chercher dans un paquet et qu'il est vide, eh bien rien ne se passe, et vous ne remélangez pas à ce moment-là la défausse pour constituer une nouvelle pioche.
Si il arrive qu'une pioche et sa défausse soient vides, eh bien vous prenez des cartes Camelot à la place qui sont virtuellement en nombre illimité. Donc dans les rares cas où il n'y a plus de cartes Camelot non plus, eh bien vous pouvez prendre des cartes inutilisées pour cette partie en substitution, ou si vous avez plusieurs boîtes du jeu parce que vous avez celle-là et la boîte précédente, eh bien vous manquerez certainement encore moins de Camelot. La deuxième chose que vous pouvez faire lors de la phase de rangement, eh bien c'est de remplir les cases vides du marché. Donc là aussi c'est éventuel, si personne ne s'est servi dans le marché, il n'y aura rien à faire. Et donc pour ce faire, il va falloir déplacer toutes les cartes restantes vers la droite, qui vont devenir moins chères, et puis compléter comme ça de droite à gauche avec les nouvelles cartes. Voilà, tout simplement comme ceci, jusqu'à ce que le marché soit plein, et encore une fois, si la pioche du marché est vide, on remélange la défausse, et s'il n'y a plus de défausse, eh bien le marché ne sera pas complété, mais ça c'est un peu plus rare. Voilà, donc c'était deux choses qui étaient éventuelles dans la phase de rangement: piocher pour compléter votre main, et remplir les cases vides du marché. Je vous rappelle toujours que lorsqu'un joueur termine la 8e pile de son étal, eh bien il remporte immédiatement la partie, personne ne joue après lui, et c'est comme ça que la partie se termine. Sachez qu'à 4 joueurs, vous pouvez aussi opter pour la variante en équipe. Une variante que je vous conseille d'adopter quand tous les joueurs savent déjà bien jouer au jeu. Pour cette variante, eh bien, vous allez positionner les équipes de manière croisée, c'est-à-dire équipe A et équipe B, de nouveau équipe A et équipe B autour de la table, pour que les joueurs des équipes différentes puissent enchaîner les tours les uns après les autres, et qu'il n'y ait jamais deux joueurs de la même équipe qui jouent d'affilée. Alors pour cette variante-là, eh bien, vous n'allez pas respecter le nombre de peuplades par joueur plus une, vous allez prendre seulement 4 peuplades pour cette variante. Par contre, il vous faudra 24 cartes Camelot. Alors sachez que dans une boîte standard, il n'y a que 20 cartes Camelot, donc vous avez deux versions des choses. Soit vous ajoutez des cartes inutilisées, 4 en l'occurrence d'une autre peuplade, mettez des 1, ça sera plus simple à retenir, et ça vous complète votre paquet de cartes Camelot à 24. Soit vous avez une autre boîte de la Vallée des Marchands, et à ce moment-là, vous en rajoutez 4, et le problème est réglé. Donc évidemment, les cartes que vous rajoutez de cette manière-là représentent bien des Camelot, donc des rebuts sans effet, et n'ont en aucun cas le pouvoir et les caractéristiques qui sont décrites sur la carte rajoutée en question, bien entendu. Alors, chaque équipe va partager le même étal, le fameux étal de 8 piles que vous devez construire devant vous pour gagner la partie, sauf que cette fois, il sera de 10 piles. Mais comme d'habitude, la première équipe à poser sa dernière pile remportera immédiatement la partie. La deuxième chose qu'il y a à savoir, c'est que quand un joueur va construire une pile, eh bien son coéquipier pourra rajouter une ou plusieurs cartes pour la compléter au moment de la construction, en veillant à ne pas compléter sa main pour lui, car il ne pourra le faire qu'à la fin de son propre tour, je vous le rappelle. Donc voilà, ça c'est déjà le cœur de la variante. Un adversaire, ce n'est pas un coéquipier, donc les autres joueurs ne sont pas son coéquipier. Par contre, quand il était inscrit sur une carte tous les joueurs ou chaque joueur, et bien à ce moment-là, les effets restent valables pour tout le monde. Sachez également qu'entre coéquipiers, et bien toute communication est publique, hein, pas de cachotterie. Et en cas de doute sur l'effet d'une carte pour ce mode de jeu, eh bien il suffit de vous référer à la page 15 du livret de règles. Voilà tout ce qu'il y a à savoir pour cette variante que je vous recommande dès que vous maîtriserez un peu le jeu et que vous aurez l'occasion de jouer à 4. Je vais maintenant vous parler des différentes peuplades du jeu, sans vous dévoiler aux cartes par carte les effets de chacune, mais en vous parlant quand même un petit peu de ce qu'il se passe dans chaque peuplade. Donc si vous ne voulez pas en savoir plus sur les peuplades pour vous garder le plaisir entier de absolument tout découvrir dans le jeu, eh bien ne regardez pas cette section de la vidéo et passez directement à la suivante en bas sur votre petit navigateur. Sinon, bienvenue dans cette petite tour d'horizon des peuplades. Je vais commencer par les paresseux à gorge claire, qui sont les spécialistes des actions retardées, donc ils se concentrent sur l'efficacité à long terme. Vous devrez planifier si vous voulez utiliser leurs actions différées efficacement. Vous pourrez les utiliser dès vos premières parties, mais n'espérez pas les maîtriser et maîtriser tout leur potentiel avant un moment.
moment. Voici ensuite les ornithorynques expérimentateurs, qui eux sont plutôt dans le contrôle de cartes. Donc ils trouvent toujours la bonne carte au bon moment, et les joueurs expérimentés les utiliseront pour accélérer leur jeu et essayer de nouvelles choses. Voici les crocodiles nains intimidants, qui eux sont plutôt du genre menace et harcèlement. Donc ils tyrannisent les autres compétiteurs en volant leurs biens et en laissant planer une menace permanente. Donc ne les invitez à votre table que si vous voulez de l'interaction et des conflits. Pour ce qui est des fennecs amicaux, c'est plutôt l'inverse, a priori, puisqu'ils sont plutôt dans l'entraide. Donc ces petits renards des sables, eh bien, aiment faire participer tout le monde. Les autres animaux se méfient de leurs attentions soi-disant amicales, mais ne peuvent résister à une aide si tentante des fennecs. Donc jouer avec eux demande quelques compétences, étant donné que le timing est primordial pour en obtenir le maximum sans trop favoriser vos adversaires. Les putois marbrés téméraires, eux, sont plutôt dans la prise de risque. Aucune montagne n'est assez haute, aucun océan assez profond pour ces putois, et ces braves aventuriers aiment le danger, vivent pour le goût du risque. Donc à vous de voir si vous vous sentez quelque peu chanceux, et donc vous l'avez compris, ce dé est associé à cette peuplade, vous en aurez certaines fois besoin quand indiqué dans les effets des cartes. Et enfin la dernière peuplade pour cette boîte, les Harfang des neiges observateurs qui, eux, réagissent, on va dire, aux événements. Donc ils attendent patiemment que leur cible révèle leurs intentions pour agir, et ils ajoutent une touche d'interaction entre joueurs, et les obligent à être attentifs en permanence. Donc soyez bien sûr de rester vigilants si vous voulez jouer avec eux. Je vous avais également parlé de la petite extension des castors communs méthodiques, qui eux sont plutôt des adeptes de la planification minutieuse. Donc si vous êtes capable d'échafauder un plan et de l'exécuter avec précision, eh bien ça sera certainement la peuplade pour vous. Une fois que vous maîtriserez les castors, vous pourrez déclencher des combos incroyables, mais un conseil, attendez d'avoir plusieurs parties à votre actif avant d'essayer de les apprivoiser. Voilà pour cette petite peuplade bonus de la mini-extension. Voilà, vous savez tout sur la vallée des marchands, l'ère des maîtres du commerce et sa petite extension des castors communs méthodiques. Alors moi j'ai été vraiment bluffé par ce jeu, parce que je sais pas ce que vous avez pensé là des règles que je vous ai expliquées, mais il n'y a rien de très compliqué en soi au niveau des règles, mais comme dans tout bon deck building, eh bien ce sont les cartes, les effets de cartes et les décisions que vous prenez eh bien, qui vont faire tout le sel du jeu, et je dois avouer que de ce côté-là, on n'est pas déçu. Ça donne des parties pas trop longues, mais tendues, intéressantes, avec un goût de reviens-y. Généralement, quand on commence à jouer des parties, eh bien les parties s'enchaînent, on veut tout de suite sa revanche ou essayer d'autres peuplades, et c'est vraiment ça qui est vraiment très sympa, c'est de pouvoir aussi avoir ces peuplades différentes, avoir ces différents mix qui vont changer complètement le style du jeu, et qui vont nous obliger à nous adapter au jeu et aux adversaires. Donc voilà, moi de mon côté, en tout cas, j'ai vraiment apprécié le jeu, et j'espère si vous l'essayez, que vous l'apprécierez autant que moi. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et si ce n'est pas déjà fait, à cliquer en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine règle en vidéo.